Bonjour, Fabrice Jordan pour Mingshan, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique, c'est quels sont les freins en spiritualité qui nous empêchent de changer de niveau évolutif. Voilà, alors j'ai parlé de spiritualité ici et de niveau évolutif, donc je vais juste reprendre un ou deux termes. Je sais que cette idée même qu'on puisse évoluer est parfois décriée en spiritualité, mais c'est égal. Je pense que d'une certaine manière, si on sort un peu de l'aspect théorique et qu'on regarde juste, qu'on ouvre les yeux autour de nous, on sait très bien qu'il y a des gens avec qui on peut parler de certaines choses, avec d'autres on ne peut pas. Il y a des gens qui comprennent, qui ont une certaine introspection, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et ça n'enlève aucune valeur à ces personnes en particulier, et ça n'enlève aucune valeur aux différences. De ce point de vue-là, tout le monde est égal, mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas identique et qu'en général, on a besoin de parler à des gens qui se situent un peu aux mêmes endroits que nous pour pouvoir avoir des échanges profonds. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de niveau évolutif. C'est un terme en fait pragmatique, si on veut bien, et qui dit rien sur la valeur intrinsèque des personnes, je précise. Voilà. Maintenant, il se trouve que normalement, quand on est un être humain, eh bien, on évolue dans la vie. Vous connaissez cette loi du changement, les choses changent, où la seule chose invariable dans la vie, c'est le changement, justement. Et donc, de fait, on va évoluer jusqu'à un certain point, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'aller au-delà de certains stades, et c'est connu par un certain nombre d'études, alors plutôt occidentales, plutôt de type psychologique. Mais je voudrais parler ici d'une phase bien spécifique qui est cette phase où on passe de ce qu'on appelle les règles et les rôles au stade de ce qu'on appelle l'individuation. Alors vous allez me dire, oui, ce n'est pas tellement spirituel, c'est plutôt psychologique. C'est vrai, mais en même temps, c'est un préalable indispensable pour pouvoir commencer à parler de spiritualité, comme j'en ai déjà touché un mot dans une vidéo précédente. Alors, je vais juste redéfinir avec vous cette idée générale. Je vous le dessinerai une fois sous une autre forme parce que je ne veux pas non plus restreindre trop les modèles. Et je vous rappelle que quand je parle d'un modèle, la carte n'est pas le territoire. Donc il faut toujours prendre ces modèles avec recul, mais en même temps une carte c'est quand même utile. Et donc voilà, ça ne sert à rien de rejeter non plus complètement ces modèles. Mais globalement, je vous redis une fois la même chose, c'est qu'on a en Occident une idée très souvent de la spiritualité nourrie par une certaine littérature, nourrie par un certain nombre d'influenceurs, d'influenceuses maintenant, on pourrait dire, qui a tendance à voir la progression spirituelle sur un seul axe. Et malheureusement, on met en plus ces états de conscience modifiés de type éveil en haut de l'axe. Ce qui pour moi est une grave erreur en fait, mais disons que je ne suis pas du tout le seul à faire ce constat. Je pense que ce n'est d'ailleurs pas un constat qu'on peut faire rapidement dans les premières années de travail. En général, c'est après 10, 20, 30 ans, plus de 30 ans de pratique, 40 ans qu'on s'en rend compte. Et donc, ce n'est pas moi du tout qui ai proposé ces modèles, mais je les ai repris parce que je trouve qu'ils correspondent à ce qu'on voit vraiment très souvent dans les voies spirituelles. Et donc, plutôt que de vouloir une progression uniquement sur un seul axe, certains ont parlé d'une progression comme ceci pour les états de conscience, et un autre axe qui n'est pas le même en fait pour on va dire la maturité de l'adulte. En fait, moi c'est comme ça que je l'appelle parce que voilà, il y a quelque chose d'assez pragmatique. Et donc l'état de conscience, du coup, si on met les choses comme ça, l'éveil par exemple doit être quelque part par ici. Et encore, il faut s'entendre. Je mets 3 points d'interrogation. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Sur ce qu'on entend par ce terme éveil, parce que c'est assez particulier en fait comme terme. Mais peu importe, disons, tout ce qu'on peut vivre, alors d'une manière générale en méditation, dans les expériences, etc., on va dire que c'est sur cet axe, et quelle est la grande particularité? C'est que sur cet axe, on peut sentir les choses. C'est sensitif, on peut percevoir, on a une expérience, on a un impact éventuellement émotionnel, kinesthésique, de conscience, etc. On peut sentir, donc on peut d'une certaine manière en témoigner. La grosse différence, c'est que la plupart du temps, sur les stades de la maturité, on n'a pas tout à fait conscience de où on se situe. Un des dangers de
ce modèle-là, d'ailleurs, c'est que quand on parle d'axe de la maturité, les gens, si vous demandez de s'auto-évaluer, on a toujours tendance à se mettre assez haut. Voilà. L'ego passant par là, et l'image idéalisée du moi passant par là, et faisant d'ailleurs partie du filtre qui nous fait regarder le monde, eh bien, les gens ont tendance à se mettre relativement haut. Et c'est pour ça que l'auto-évaluation dans ces domaines-là n'est pas très fiable, malheureusement, parce qu'on a vraiment besoin d'un regard croisé, souvent même de plusieurs regards, justement, à la troisième personne, comme on dit, c'est-à-dire un regard d'altérité, quelqu'un qui est à l'extérieur de nous, qui peut nous donner des feedbacks. Ça peut être un professionnel, ça peut être un maître ou une maître spirituelle, ça peut être nos enfants parfois, hein, ils sont très doués pour ça, ou nos conjoints, etc. Donc, en tout cas, cet axe-là, la grosse différence avec celui-ci, c'est que ce n'est pas sensitif, on ne peut pas sentir. D'accord? On ne sent pas. Ça, j'insiste en fait là-dessus. Pourquoi? Je vous prends un exemple tout bête. Par exemple, là maintenant, je suis en train de regarder cette caméra, ou vous, hein, imaginons que vous soyez derrière cette caméra. Je n'ai pas conscience de la couleur de mes yeux au moment où je vous parle. Enfin, c'est-à-dire, oui, si on me demandait de décrire, je sais à peu près que j'ai des yeux brun-vert, a priori, mais là, pour moi, c'est complètement neutre actuellement. Ce au travers de quoi je suis en train de regarder pour m'adresser à vous. Et heureusement, parce que sinon, on deviendrait fou d'avoir conscience de ça en permanence. À chaque fois qu'on tourne la tête, moi je verrais en vert brun, et puis d'autres verraient en bleu, d'autres en vert, d'autres en noir, etc. Donc on vivrait dans des univers un peu particuliers. En réalité, c'est ça qui arrive. On vit tous dans des univers différents, mais on ne s'en rend pas compte. Et donc, cet axe-là, on ne le sent pas. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'aimerais revenir sur un aspect, une étape clé de ce développement ici, de l'adulte, justement, qui est le passage de ce qu'on appelle les règles et les rôles à ce qu'on appelle l'individuation. Voilà. Alors, quelle est la différence? Les règles et les rôles, en général, je le situe, mais il n'y a pas besoin de prendre ça non plus à la lettre, c'est en général entre 20 et 40 ans, et puis on a une individuation la plupart du temps qui se produit après cet âge-là. Donc, et qui peut durer toute la vie jusqu'à votre mort, par exemple. Donc, les règles et les rôles, c'est cette immense partie de notre vie, enfin une grande partie de notre vie, qui est importante en fait, qui va nous apprendre à être adéquats dans les différents rôles et fonctions qu'on a dans la vie, qui va nous apprendre à nous adapter, à comprendre qu'il y a une altérité en face de nous, que chaque personne qu'on rencontre est différente, qu'on ne peut pas se comporter de la même manière avec nos enfants, nos parents, notre patron, notre conjoint, etc. Et la plupart d'entre nous, normalement, qui avons atteint l'âge adulte, c'est quelque chose qu'on apprend de fait, en fait. Il y en a qui n'arrivent pas à complètement intégrer ce stade des règles et des rôles, et en général, ça va se traduire par des gens qui sont inadéquats dans la manière de s'adresser aux autres, par exemple, qui vont tutoyer le patron le premier jour en lui tapant sur l'épaule, voilà, et qui n'arrivent pas à se rendre compte que ce n'est pas adéquat, pas à ce moment-là en tout cas, ou qui vont se comporter en... Voilà, aujourd'hui, ce qu'on appelle le mansplaining, c'est-à-dire cette position où l'homme veut tout expliquer à la femme, c'est une incompréhension complète de quelqu'un qui n'a pas intégré les règles et les rôles. Je veux dire, l'autre, il est aussi adulte, on n'a pas à lui expliquer tout. On peut questionner, bien entendu, on peut peut-être de temps en temps un tout petit peu secouer le cocotier ou le bananier ou ce que vous voulez, mais disons qu'on n'a pas à expliquer. Alors, quelqu'un qui n'arriverait pas à sortir de ce rôle... vous voyez par exemple les gens avec qui vous mangez à table et puis qui ont un avis sur tout, qui savent tout sur tout, qui imposent tout à tout le monde, ben voilà, c'est des gens qui ne comprennent pas le contexte dans lequel ils sont et qui ne savent pas juste se la coincer de temps en temps. Si vous parlez hyper fort dans une file de cinéma alors que tout le monde essaie d'être un peu cool, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté dans l'écoute en fait. Ce n'est pas le moment de parler d'un truc intime dans une file de cinéma avec une voix bien forte où tout le monde vous entend par exemple. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais quand on est confronté à des choses comme ça, ben on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, bref. Donc, vous avez compris, ces règles et ces rôles, c'est cette faculté qu'on a et qu'on apprend, en fait, où on apprend à se comporter différemment en fonction des lieux, des contextes, des personnes avec lesquelles on est. Et parfois, malheureusement, ben, cette
évidemment que ça a une conséquence immédiate, c'est que ça nous demande de nous adapter, ça nous demande de l'écoute et de l'adaptation, mais le danger de ça, c'est une forme au fil du temps, de suradaptation, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce niveau-là, les règles et les rôles, l'énergie est plutôt tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans une écoute vers l'extérieur et on adapte notre comportement à quelque chose qui est extérieur à nous. Alors quel est le danger? C'est qu'on s'oublie. C'est qu'on oublie nos propres besoins, qu'on oublie qui on est, qu'on oublie ce qui nous fait vibrer, qu'on oublie qu'on a des besoins de nourriture qui ne sont pas juste de la nourriture physique, mais qu'on a besoin de nourriture affective, on a besoin de nourriture intellectuelle, on a besoin de nourriture introspective parfois, et pour ça, on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui nous donnent aussi ces nourritures-là, qui évidemment changent avec le temps. Donc, le danger de ça, en général, c'est qu'on est trop tourné vers l'extérieur, et évidemment qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir une force de rappel qui va nous dire où es toi là-dedans? T'es où dans l'équation, au fait? C'est un peu la phrase de Dutronc là, dans sa chanson « Et moi, et moi, et moi hein, ». Je ne sais plus, c'est 100 millions de petits Chinois, et moi, et moi, et moi. Alors, si on imagine que dans ce cas-là, les personnages externes, qui étaient les Chinois dans la chanson de Dutronc, sont les innombrables sollicitations externes, le « et moi, et moi, et moi », là-dedans, il a du sens, en fait. Hein. Et donc, ce qui arrive ici, justement, dans ce passage, c'est que la grande question qui arrive, c'est « et moi, là-dedans » Où sont mes besoins? Comment ils sont satisfaits? Qu'est-ce que j'ai laissé tomber pour faire plaisir aux autres? Pour être une bonne femme, un bon père, une bonne amante, un bon mari, un bon professionnel, un bon papa, etc. Qu'est-ce que j'ai laissé tomber de toutes mes aspirations, mes passions que j'avais entre 15 et 18 ans, par exemple? Voilà. Donc en général, dans ces moments-là, il y a une crise. Et une crise, comme vous pouvez vous en douter, c'est jamais cool. Donc déjà, il ne faut pas s'attendre à ce que au moment où vous passez de ce stade des règles et des rôles à l'individuation, que ça se fasse de manière cool. Ça serait faux de penser ça. Une crise, c'est une crise, c'est inconfortable. Par exemple, le docteur Ferdinand Vuillemi, avec qui j'ai beaucoup travaillé, lui, pour représenter la crise, il met une machine à laver. Donc imaginez qu'on vous mette dans une machine à laver en essorage en plus. Non, c'est pas cool en fait. Hein. Il y a des choses qui changent, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas confortable pendant ce temps-là. Donc, ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que pendant ce temps de passage ici, de ce stade-là à ce stade-là, donc on a les règles, rôles, et puis l'individuation ici, ce qui va arriver dès qu'on va vouloir bouger, c'est une crise. Alors, vous allez me dire, ouais, une crise, c'est la catastrophe. Non, non, une crise, comme dans ce cas-là, c'est normal. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit en Suisse. C'est désagréable, mais c'est complètement normal, en fait. Ça serait anormal qu'il n'y en ait pas. Et donc, il y a une crise, et qu'est-ce qui se passe dans une crise? Eh bien, ça donne ça. Ça donne d'immenses fluctuations sur tous les plans. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être psychique, avec des moments parfois d'exaltation, puis le moment d'après, on est au fond du trou, on ne sait pas comment on est passé. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? En général, il y a un certain nombre de choses qui vont arriver dans ces moments-là. Première chose, c'est qu'il faut vous imaginer, on est inséré dans des systèmes, on n'est pas tout seul. Quand on prend une décision de changement pour nous-mêmes, qui est profonde, qui est basée en général, ce n'est pas des choses impulsives, quand vraiment on bouge de manière ajustée, c'est des choses qui ont mûri lentement, qui se sont préparées. Alors bien sûr qu'au moment où on bouge, ça peut sembler impulsif pour les gens qui sont à l'extérieur du système, par exemple, ou même pour les gens dans le système, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui a mûri, c'est comme un volcan qui s'est nourri longtemps et puis qui tout à coup explose. Alors évidemment, quand ça explose, c'est impressionnant, mais ça s'est préparé des semaines, des mois, souvent des années avant. Donc, au moment de la crise, il y a deux choses qui vont arriver, c'est que le système qui était impliqué dans les règles et les rôles, au moment où vous essayez de sortir vers votre nouvelle individuation, le système, c'est-à-dire toutes les pièces du puzzle impliquées
dans l'ancien système que vous essayez de quitter, vont exercer une force de rappel envers vous. Et c'est là où c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a en général beaucoup de tentatives de culpabilisation dans des moments comme ça. Et évidemment que ce qui émerge de notre côté, c'est des doutes. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je ne suis pas en train de bousiller quelque chose? Est-ce que cette entreprise était quand même bien? Est-ce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'étais dedans? Est-ce que je suis pas... Est-ce que je suis quelqu'un qui abandonne les gens, abandonne les choses? Enfin, tous les doutes, vous voyez. Puis en plus, quand on commence à bouger, comme on s'éloigne un peu de la chaleur du système ou de la manière de fonctionner du système d'avant, les choses qui nous embêtaient le plus deviennent un peu moins chaudes, si j'ose dire. Et puis, c'est un peu comme quand on a fait l'armée, par exemple, ou qu'on a traversé des périodes difficiles dans nos vies. Je ne sais pas, par exemple, les urgences à l'hôpital, quand on commence comme jeune assistant, c'est chaud, quoi, en fait. C'est très stressant quand on y est, mais des années après, quand on y repense, on se dit « Ah, c'était quand même cool, quoi, cette période ». Et donc, c'est souvent là que ça participe au doute, parce que dès qu'on quitte le système ou qu'on essaye de le quitter, on va dire qu'il y a les bons souvenirs qui commencent à émerger, parce qu'on commence un deuil, en fait, hein. Et ce qui était très prégnant ou insupportable dans le fait d'être dans le système, commence à en éloigner, c'est beaucoup moins présent. Et donc, voilà, ça participe au doute. Et rajouter à ça les tentatives du système de vous ramener dans le système, et croyez-moi, elles sont parfois extrêmement violentes, eh bien, c'est normal que pendant un certain moment, il y ait une forme d'ambivalence et les gens hésitent, voire même redescendent. Et très honnêtement, c'est très souvent que les gens reviennent dans le système et doivent faire 1, 2, 3, 4 tentatives pour sortir, en moyenne 4. Et donc, c'est exactement comme de sortir d'une dépendance, comme de sortir de, je sais pas, un arrêt de tabac, un arrêt d'alcool, un arrêt de quelque chose. On sait, par exemple, pour le tabac, la moyenne des gens ont besoin de 4 tentatives pour arrêter de fumer. C'est une moyenne. Et donc, ce qu'il faut vous dire dans un cas comme ça, c'est plusieurs choses. C'est alors là, je vais vous prendre un terme un petit peu d'alcoolologie, mais la rechute, c'est-à-dire le retour vers l'ancien système, fait partie du sevrage. C'est-à-dire que le fait de revenir, le processus de retour, 1 fois, 2 fois, 3 fois, fait partie de ce qui vous permettra de quitter. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais par contre, ça implique une chose, c'est que plutôt de s'autoflageller comme ça, il faut retourner les yeux ouverts. Ça demande de la conscience. Donc ça, c'est la première chose. Si jamais vous rechutez, vous revenez dans le système, ne vous culpabilisez pas trop, mais soyez vigilants, soyez avec les yeux ouverts, en vous disant est-ce que c'est vraiment ça que je voulais ou bien je me suis de nouveau fait avoir en fait, quoi. Donc la deuxième chose, c'est que les forces de rappel du système vont être extrêmement fortes. Et alors on pourrait se dire tiens, c'est que des gens qui vont nous dire non, non, il faut que tu reviennes, non, non, non. Des fois, c'est des choses externes. Alors il y a 2 choses, il y a on va dire les forces de rappel humaines, c'est-à-dire tous les gens qui vont essayer de vous dire que vous vous trompez, que c'est une erreur, que c'est une petite crise, que ça va passer, que vous faites une petite crise, ça passera, enfin voilà, des choses de ce type-là. Il y a beaucoup de tentatives de culpabilisation dans ces moments-là, mais il faut aussi vous dire que pourquoi? Parce que quand vous quittez le système, vous mettez les gens qui sont dans le système face à leurs éventuelles propres ambivalences. Figurez-vous, vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir eu envie de quitter ce système. Il y en a d'autres qui se posent les mêmes questions que vous dans le système, mais qui font d'autres choix. Et quand ils vous voient, vous bouger, typiquement, par exemple, vous êtes dans un groupe de fumeurs, vous décidez d'arrêter de fumer, il y a quelques amis intelligents qui vont vous dire « Ok, on fait attention et bravo », mais la plupart, ils vont vous dire « Waouh, c'est pas très grave, allez reprendre une clope, etc. » parce que vous les embêtez à quitter un système, vous les mettez directement face à au fait qu'eux-mêmes n'arrivent pas à quitter le système ou n'ont jamais voulu avoir la force de le quitter. Alors, s'ils sont très âgés ou plus âgés, par exemple, des fois, c'est trop tard pour quitter pour eux. On voit ça dans les divorces, par exemple, et avec les parents. Si les parents n'ont pas fait ces choix pour eux-mêmes, ils sont souvent dans des positions de vie qui sont trop tard pour quitter. Ils vont vous culpabiliser si c'est vous qui quittez, par exemple. Donc ça, c'est les forces, on va dire, humaines, mais dans un certain nombre de cas, il y a des actes externes ou on va dire des accidents
qui arrivent. Moi, j'ai eu plusieurs fois dans les gens qui me consultent, quelqu'un qui me dit « Ah ben là, j'ai décidé, maintenant je m'occupe de moi, je vais recommencer mon cours de danse ». Il y a un enfant qui tombe malade, l'autre qui se pète la cheville. Et le soir où la personne voulait sortir, eh ben, elle doit rester avec ses enfants parce que le système refuse qu'elle s'individue. Des fois, c'est les enfants, mais j'inclus dans les enfants le mari, hein, souvent, qui peut se retrouver être gravement malade avec une grippounette, par exemple, pour vous empêcher de sortir. Parce que ce jour-là, il devait aller chercher les enfants, puis là, il ne peut pas parce qu'il est mourant au lit. Alors, je caricature un peu, bien entendu, mais vous voyez un petit peu les choses, et ça peut se répéter de manière externe. Puis, c'est très étonnant, surtout là, ça, c'est compréhensible, mais ça, ces trucs externes, c'est beaucoup plus questionnant, parce qu'on se dit, mais qui est capable de se péter une cheville pour m'empêcher de... Mais croyez-moi, oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a qui vont tomber malades, il y a des accidents qui arrivent, il y a la tuile, il y a un décès, il y a des forces de rappel systémique qui posent même des grosses questions sur qu'est-ce que c'est le réel, en fait, et à quel point les choses sont intriquées entre l'interne et l'externe, parfois. Alors, évidemment qu'à cause de ça, ça va être difficile de le quitter. Donc, quelques petits conseils. D'abord, n'espérez pas quitter sans doute. Donc, le doute, la rechute, voilà, fait partie du processus. Il ne faut pas espérer quitter un système en sifflotant. C'est faux et ça n'arrive presque jamais. C'est normal. Donc, ça ne doit pas remettre en question vos décisions de fond. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, il faudra du courage à cause de ça. Et il faut vous demander où sont vos ressources externes qui peuvent vous aider dans ces moments-là, et aussi quand vous avez des doutes, prendre du recul pour essayer de bien revenir dans ces cas-là à pourquoi vous voulez sortir du système. Parce qu'on oublie, quand on est des fois dans le processus, vous dire « Ah oui, attends, mais quand j'étais dedans, c'était comme ça. Ah voilà ce que je ressentais, est-ce que je veux encore ça ?» Non. Est-ce que l'idée de revenir, c'est possible encore? Non, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, il y a aussi toute une forme de fantasme qui réimagine qu'on pourrait éventuellement revenir et que tout aurait changé par miracle, qui est en fait une illusion complète. Donc il faut aussi se remettre dans le questionnement de pourquoi au début on a voulu quitter en fait. Et marquez-le, sortez vos feuilles, relisez pourquoi éventuellement. Il faut que ça ait un impact énergétique et émotionnel. Et 3, n'allez pas chercher confirmation de votre sortie dans le système que vous quittez. Ça peut arriver, il y a des systèmes intelligents qui vont vous dire « oui, c'est bien, voilà, c'est le moment ». Mais il faut prendre comme hypothèse, qui est la plus probable statistiquement parlant, que le système ne va jamais valider votre sortie. Donc, il faut trouver une validation externe au système. Alors, qui ça peut être? Ça peut être des gens qui ont déjà fait le processus avant vous, qui vont vous dire... D'ailleurs, quand vous commencez à vous bouger, vous verrez plein de personnes autour de vous qui vous aiment bien, qui vous connaissent bien, qui vont dire « mais tu sais, on le savait. Depuis longtemps, on n'osait pas t'en parler, mais on savait. » Et là, c'est un peu énervant des fois, parce qu'on a envie de leur dire « putain, mais si vous saviez, alors pourquoi vous ne m'avez pas dit, quoi, en fait ?» Et en même temps, s'ils nous avaient dit à ce moment-là, on n'aurait pas cru, on aurait repoussé, on aurait rationalisé, on aurait trouvé des raisons pour lesquelles on restait. Et donc, les amis ont le sens en général du timing et nous soutiennent dans nos propres décisions en général, en fait. Mais chercher des validations chez des gens qui sont extérieurs au système, soit qu'ils l'ont déjà quitté eux-mêmes. Alors, ça vaut la peine des fois d'aller revoir ou interroger des gens qui ont quitté le système en question. Par exemple, si vous quittez une école spirituelle ou une entreprise, peut-être de revoir des gens qui ont osé faire ce pas et qui ont quitté, parce que ça va vous valider dans pourquoi ils ont quitté aussi. Et vous verrez que souvent, les vécus, etc., ont été assez similaires et ça va vous aider. Ou alors, vous cherchez validation auprès de gens qui ont déjà fait cette grosse crise et qui se sont eux-mêmes stabilisés au stade d'après, c'est-à-dire qui se sont individués.
Ces gens-là sont à même de vous aider, de vous confirmer, ils vont vous soutenir et pas vous culpabiliser. Et un certain nombre de personnes externes, c'est aussi des professionnels, des psys, des gens qui peuvent vous accompagner, qui sont hors système, qui ne sont pas impliqués dans le système, qui n'ont pas d'enjeu, qui ne sont pas jugés partis. Et donc, c'est toutes des ressources très très importantes que vous pouvez avoir et qui vous maintiennent à flot et qui font qu'à un moment donné, vous verrez, ça va se stabiliser et vous verrez ce que vous avez quitté en vous disant « mais oui, c'était obligatoire pour tout le monde en fait ». Et c'était la bonne décision. Et puis peut-être dernière chose, quelles sont vos passions, quoi? Revenez à vous dans ces moments-là. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui est simple que vous vous donnez à vous-même? J'en sais rien, rejouer un instrument, faire des choses qui vous passionnent, reprendre le cheval, acheter un chat, peu importe ce que c'est, mais je veux dire, nourrissez-vous par vous-même dans ce moment-là, c'est très important dans le stade de l'individuation, et s'il vous plaît, faites-vous confiance, quoi. Soyez gentil avec vous, y compris dans les moments où ça ne va pas bien, voilà, ça fait partie du processus, mais faites-vous confiance parce qu'il y a un moment donné, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois qu'on a vu par-dessus le mur, on ne peut plus revenir en arrière comme si on n'avait jamais vu par-dessus ce mur, en fait. Et donc, on peut revenir dans le système, mais si on y revient, la plupart du temps, on va le payer. On va le payer en termes de santé psychologique, en termes d'énergie. Et donc, voilà, je vous encourage à tracer, en fait, quand vous avez pris une décision, une vraie décision, hein, j'entends pas un truc impulsif, mais à oser la suite, à oser la nouveauté, à oser créer quelque chose et à réinterroger un certain nombre des idées, surtout les peurs qui font qu'on n'ose pas bouger en général. Parce que la plupart du temps, et comment on les réinterroge? Pas en tournant tout seul dans sa tête, mais en général en ouvrant un peu le système auprès d'amis en qui on a confiance, qui vont nous apporter un autre point de vue. Parce que nous, dans notre propre système, tout est bien en place pour tout justifier et de la mauvaise manière la plupart du temps. Parce qu'on a été, il faut imaginer, si vous êtes resté longtemps dans un système, peu importe lequel, ce système avait ses propres règles internes. Elles ont été internalisées aussi. Et donc, si on ne fait pas gaffe, on retombe vite dans une sorte d'inertie qui va rejustifier les mêmes choses, en fait. Donc, il faut de la nouveauté, il faut introduire du bois, comme on dirait dans les arts du Tao, de la nouveauté, quelque chose qui va remettre en mouvement le système, vous donner de l'élan et vous faire voir les choses sous un autre angle. Voilà. Donc, et puis évidemment, quand on est clair avec ça, il y a des techniques qu'on peut utiliser. Là, il faut demander à vos enseignants spirituels ou aux psychologues, enfin voilà, pour soutenir le nouvel axe qu'on a décidé et le nourrir et faire en sorte que voilà, l'ancien devienne obsolète au bout d'un moment, perte de sa force et que le nouveau gagne en force, en force, en force, en force, qui fait qu'au bout d'un moment, même au niveau affectif, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus photo, quoi. La nouveauté est beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus forte que l'ancien, et dans ce cas-là, on ne se pose plus vraiment ces questions-là, quoi. Mais ça, c'est la fin du process. Voilà, donc juste ces quelques réflexions pour vous encourager, en fait, à vous faire confiance, à oser, à savoir que voilà, ces fluctuations sont normales, vous n'êtes pas anormal si vous êtes triste, si vous vivez ces moments qui sont tout à coup un peu catastrophiques ou ces exaltations qui vous sortent un peu de vous-même. Tout ça, c'est normal, ça fait partie du process. Vous devrez faire face à de la culpabilisation, vous devrez faire face à un certain nombre de choses. Vous êtes capable de traverser ça avec de l'inconfort, mais avec du courage. Et je vous garantis que derrière, si ce processus d'individuation est profond et réel, correspond à quelque chose qui a été mûri suffisamment longtemps, vous en ressortirez tellement allégé, tellement avec des nouvelles possibilités que vous rigolerez en fait en regardant en arrière dans quelques temps. Mais ça sera dans quelques temps, pas tout de suite. Voilà. Donc, en tout cas, pour cette fin d'année, j'aimais vraiment le vœu, je vous soutiens, je mets toute mon énergie à essayer de vous soutenir dans ce type de démarche. De toute manière, vous savez, ça pousse dedans. La vie veut ça, en fait, pour vous. Donc,
il faut aussi se reconnecter à ce flux vital et je m'associe à ce flux vital pour vous souhaiter le meilleur pour vous et pour cette fin d'année. Voilà. Si cette vidéo vous a aidé, que vous avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à la partager, hein, comme d'habitude. Mettez peut-être un petit like, appuyez sur le petit gli-gli là pour vous abonner à la chaîne, pour activer les notifications. Et puis, je vous retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo. À tout bientôt.